Les esclaves noirs étaient eux-mêmes vendus aux gens qui venaient les acheter en bateau par d'autres noirs. Voilà. Oh, toi je te fais. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous avez ici une démonstration folklorique d'une sémantique totalement arriérée à l'image de la tête de celui qui le dit. Sur le fond, on explique que c'est des personnalités qui redécouvrent leurs ancêtres esclaves. Ces personnalités qui retrouvent leurs ancêtres esclaves, ce sont des Martiniquais ou des Réunionnais, c'est-à-dire des métis, de blancs et de noirs. Or, un métis de blanc et de noir, il a des ancêtres esclaves, mais il a aussi des ancêtres maîtres d'esclaves, puisque à l'origine du métissage, il y a très souvent le maître d'esclaves ou le fils du maître d'esclaves qui séduit la jeune esclave. Donc, quand ils nous disent « on est des descendants d'esclaves, c'est épouvantable », ben oui mon gars, t'es descendant d'esclaves. Mais t'es aussi descendant d'esclavagistes. Voilà, assume. Premièrement, ce sont des gens qui sont venus en bateau et des Noirs qui ont vendu des Noirs. Ok, on entend ça de manière assez récurrente. Bon, j'ai beau répéter, bon, ceux qui disent ça ne sont pas nécessairement des historiens. Lui, je sais pas qui c'est. Si vous le connaissez, mettez-moi son nom, ça m'intéresse. Mais en tout état de cause, c'est pas parce que tu portes un costume, que t'as pas de cheveux au milieu et que t'as la tête d'un professeur de mathématiques d'ailleurs, que tu vas avoir raison. Les comptoirs, ce sont, voilà, des bâtiments qui ont été mis tout au long des côtes. Il y en avait à peu près 80 en Afrique. Ces comptoirs ont d'abord été installés par les Portugais, les Espagnols, après il y a eu les Français, les Hollandais, les Anglais, tout le monde. Bref, l'Europe. Ces comptoirs-là étaient d'abord des comptoirs commerciaux. Au XVe siècle, les Portugais faisaient du commerce avec les Africains. Quand l'esclavage est arrivé dans la tête des Européens, il n'est pas arrivé et il était là, enfin il n'est pas arrivé de leur tête et ils l'ont mis sur les comptoirs. La traite arabo-musulmane avait commencé largement avant, et avant la traite arabo-musulmane, il n'y avait pas d'esclavage en Afrique. Qu'on soit bien d'accord, quand je parle d'esclavage, je parle réellement des traites négrières et de la dimension et de la massification de ces traites. C'est-à-dire qu'en fait, le mot esclavage n'existe pas en langue africaine, on parle de captif, on parle de punition, on parle en fait, voilà, d'échange. Mais la servilité telle que pratiquée par exemple par les Romains ou les Grecs, le mot esclave, je rappelle, est un mot européen, n'a pas d'équivalent en Afrique. Ne venez pas me dire que les Égyptiens ont mis en esclavage le peuple juif pendant 400 ans, ça n'a pas existé, il n'y a aucune source à ce sujet-là, et s'il y en avait, on l'aurait appuyé de manière très claire, puisqu'on n'a pas à rougir de l'histoire de l'Égypte antique. Les Égyptiens non plus n'ont pas pratiqué l'esclavage de masse. Maintenant qu'on soit bien d'accord, l'esclavage, c'est pas nécessairement capturer des personnes et les mettre sous servitude parce que, par exemple, ils ont perdu une guerre. Ça, c'est pas de l'esclavage. Vous voyez, l'esclavage, je parle bien de cette dimension. Vous allez sur un territoire, vous capturez des populations, on n'est pas en guerre, etc. Et vous allez soit les exploiter dans des travaux de force jusqu'à leur mort, ou alors les vendre à une autre nation, etc. Ça, c'est l'esclavage. Donc ça, c'est la traite atlantique, et c'est la traite arabo-musulmane qui avait commencé avant. Mais bref, quand les comptoirs sont ouverts, il y a déjà des esclaves, puisque, en fait, la traite arabo-musulmane était en pleine marche. Donc les Portugais, au départ, ont l'idée, avec les Espagnols et puis les Français, ont l'idée de pouvoir aller acheter des esclaves. Donc, quand on dit que ce sont des Noirs qui vendent les esclaves, alors d'abord, c'est pas des Noirs qui ont ouvert les comptoirs, c'est pas des Noirs qui ont fabriqué les bateaux, et c'est pas des Noirs qui ont armé ces 10 bateaux. Ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant qu'on soit très clair, et on l'a toujours dit, on veut toujours nous pointer que ce seraient des Noirs qui ont vendu des Noirs, on ne pointe pas les actes de résistance, on ne pointe pas les millions de victimes qui n'ont pas accepté d'être mis en esclavage, on vous parle de Noirs qui ont vendu des Noirs. Très clairement, il y a toujours des collaborateurs, il y a toujours des traîtres dans toute guerre que ce soit, et il y a toujours des gens qui veulent profiter de situations. Maintenant, ne pas confondre un roi qui, par exemple, va vouloir se débarrasser d'opposants ou de gens qui le dérangent, ou alors des voisins pour pouvoir les dominer, et qui va les vendre, effectivement,
aux Portugais, aux Français ou à d'autres. Maintenant, c'est pas l'économie de marché, c'est-à-dire c'est pas j'arrive, je crée un commerce, j'ai besoin d'acheter des esclaves, donc les Noirs se lèvent et disent bah ouais, nous on est d'accord, on va vendre nos sœurs, nos frères et nos tantes et nos grands-pères et toute la famille. Non, il faut être très clair. Je l'ai déjà dit, quand on attaque un village qui a 100 personnes, on va en tuer 50, on va en garder 30, on va en garder 30 sur les 30, on va en tuer encore 10, puis à la fin, on va se retrouver avec 20 esclaves. Donc ça, c'est pas le travail de Noirs avec des Noirs. Quand ensuite on les parque, on les enferme au port de Ouida, par exemple, le comptoir, il est gardé par des Blancs. Et au-delà de ça, c'est un commerce triangulaire qui a été mis en place par les Européens. C'est pas des Noirs qui ont vendu des Noirs. C'est pas parce que des Noirs peuvent participer à des pistes, à des recherches, à des tracks, que c'est les Noirs qui vendent des Noirs. Ce n'est pas parce qu'un roi accepte, à l'image du roi Guézo par exemple, accepte de vendre des Noirs que nécessairement l'Afrique, tous les Noirs vendent des Noirs. Vous voyez, il faut pas être dans ce schéma-là, puisqu'à ce compte-là, je pourrais dire que toute l'Europe est nazie, puisqu'il y avait des nazis, et que toute l'Europe est fan du moustachu, voyez, dont je parle. Ça, c'est pour pas faire sauter la vidéo. Donc, vous voyez, le problème, il est là. C'est qu'en fait, on fait une généralisation, une banalisation, et cet individu vient ouvrir sa grande bouche pour raconter absolument n'importe quoi. Mais c'est pas le pire. C'est la suite, le pire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, il y a eu ce documentaire, hein, les gens qui s'interrogent, la Martinique, la Réunion, c'est des descendants d'esclaves, mais aussi de métis, puisqu'ils descendent de blancs, parce qu'il y a blanc mélange de noirs. Alors on va être très clair. Moi j'ai écrit plusieurs livres, d'accord? C'est pas un argument d'autorité, c'est un constat. Le cri de l'innocence, premier livre. Solitude enfance, solitude révolte, Toya du Dahomey, d'accord? Akoni Yoruba aussi. Donc, il y a d'autres livres qui vont arriver, hein, la suite de Toya, etc. Mais c'est pas le propos. C'est que la première fois que j'ai sorti mon livre, Le Cri de l'innocence, qui était mon premier livre, je me suis dit, je ferai qu'un livre. Donc du coup, j'ai été assez rigoureux, parce que je pensais que c'était compliqué de faire plusieurs livres, etc. Bon, maintenant, j'en ai sorti une dizaine. Et tant mieux, Tcholidja Édition, merci à Yasmina Fakbemi. Mais c'est pas le problème. C'est qu'en fait, moi je suis très clair dans mon bouquin. Parce que Le Cri de l'innocence, ça raconte l'histoire de Solitude, que certains appellent la mulâtresse. Voilà, alors je rappelle que Ayomide, mère de Solitude, et VIOL sur le navire négrier qui la transporte du Dahomey jusqu'en Guadeloupe, elle a 14 ans et elle se retrouve enceinte. Est-ce que ça veut dire que Solitude est une métisse? Alors, dans le jargon des gens, oui, mais moi je dis non, puisque dans mon livre, Solitude va être attachée à en africanité, et quand elle va être exécutée le 29 novembre 1802, au cri de vivre libre ou mourir, elle revendique son africanité, puisque pour ceux qui ont lu le livre, et même ceux qui ne l'ont pas lu, vous avez accès à un accès libre aux premières pages. Il y a un prêtre qui monte pour lui donner les derniers sacrements alors qu'elle est sur la potence, et qui lui dit, voilà, je viens de bénir parce que t'es fille de l'église. Et elle répond, mon église c'est l'Afrique. Où étais-tu lorsque... voilà, tes maîtres là, VIOL, les femmes, mes sœurs, etc. Bon bref, il y a un dialogue avec Solitude, mais voilà, j'ai donné la couleur tout de suite. Mais après, dans mon livre, je raconte aussi quelques petits détails sur la gestion des colons. Quand on dit qu'en fait, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Réunionnais, c'est cité les Réunionnais, la Martinique, à Saint-Domingue, parce que Haïti, mais bon, Jean-Jacques Dessalines, lui, il a une autre politique, hein. Tous les blancs dehors. Mais c'est pas que ça. C'est qu'en fait, quand on vous dit que aujourd'hui, les Antillais, par exemple, ou les Réunionnais seraient des métis et seraient descendants d'esclavagistes et d'esclaves, attendez, ça veut dire que, par exemple, mon frère Edson de Guadeloupe est pas clair de peau, il est noir. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ses ancêtres ont échappé au VIOL. Pat, c'est pareil. Alors, il y a que son bel afro, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, je parle d'amis à moi, de frères de Guadeloupe, mais on pourrait prendre plein d'exemples. C'est pas parce qu'un Martiniquais, il a la peau plus claire, qu'il est nécessairement un descendant d'esclavagistes. C'est pas ses ancêtres. Faut être très clair. Il y a aussi des descendants avec des mélanges avec des Arawaks, avec des Kalinagos, avec des Taïnos, avec des Caraïbes, bref. Mais si on veut aller là-dedans, qu'on soit très clair, le VIOL était pratiqué de manière constante, aussi bien sur les femmes que les hommes d'ailleurs, par les colons européens, en particulier les colons français. Donc, aujourd'hui, un Guadeloupéen, par exemple, ou un Martiniquais, ne va certainement pas se revendiquer d'ancêtre esclavagiste. Il va d'abord se revendiquer d'ancêtre esclave.
Et il va en avoir une fierté, et il aura raison. Parce que, en Martinique, il y a eu des soulèvements, en particulier en 1848, pour pouvoir faire appliquer le décret qui était tombé en avril, et après c'était vers le 25 mai 1848, avec un joueur de tambour, mais j'ai oublié son nom, mais vous pourrez me le mettre dans les commentaires, qui avait joué du tambour et qui avait été attrapé, alors que le tambour, voilà, il y avait une symbolique en Martinique. Vous avez la guerre de 1802 en Guadeloupe, les grands clans de nègres marrons de Guadeloupe, vous avez aussi les clans de nègres marrons de l'île de la Réunion, et aussi des marrons même en Guyane qui ont résisté, enfin bref. C'est de ça que se revendiquent les Antillais et les autres. C'est pas d'esclavagistes qui ont pratiqué le VIOL. Donc là, c'est une insulte caractérisée envers ces populations et leur histoire. Donc je vous demande de manière très claire, et là je m'adresse particulièrement aux Antillais, aux Réunionnais, aux Guyanais, allez partager cette vidéo. Partagez-la, parce que quand je fais ce genre de vidéos, elles font pas beaucoup de vues. Vous voyez, quand je fais des vidéos, par exemple, sur l'Algérie, elles font des milliers de vues. Parce que les Algériens, je raconte leur histoire, et ils viennent, et ils partagent, et ils commentent. Mais sur les Antilles, de manière très curieuse, ça fait pas beaucoup de vues, parce que, bon, je sais pas danser, et ils préfèrent aller liker des papetous qui disent, oh oui, vous savez, et puis qui font la cuisine en même temps, qui lisent une feuille en disant, ah, vous saviez qu'en 1802, à Matouba, il y a un gars qui s'est fait exploser. Ouais, c'est vrai. Enfin, il dit même pas Matouba, voilà. Bon, bref, c'est pas le problème, hein, c'est pas de la jalousie, moi je m'en fous. Mais ce qui est très important, au-delà d'aller lire mes livres, c'est de partager ça, parce que ce gars-là, au-delà de l'identifier, pour aller le clasher, hein, pas lui faire du mal, on est gentil, mais il faut être très clair. On peut pas plaisanter avec une histoire des millions de morts. On parle pas de 3-4 millions de VIOL, de morts dans des conditions atroces, de l'application du code noir qui jusqu'à maintenant n'a pas été abrogé. Donc partagez cette vidéo, dénoncez cet individu, mettez-moi son nom en commentaire, s'il vous plaît, si vous le savez. Je remercie Eugène de Belgique, c'est lui qui m'a envoyé cette vidéo, il m'en envoie souvent, force à lui, force à tous ceux qui connaissent leur histoire, et force à ceux qui la cherchent. Abonnez-vous.